Coopération Afrique-Japon, qu'attendre de la 7e CICAD? La conférence se tient à Yokohama. Nous sommes donc au Japon. Oui, 7e édition. Quels sont justement les avantages que la RDC peut tirer de cette coopération? Alors Bruno Kayemba, bonsoir. Bonsoir. La coopération traditionnelle avec les anciens colonisateurs a montré ses faiblesses. Surtout pour le développement de notre Afrique et de notre pays. Ce sont des prédateurs qui nous donnent peu et qui retirent tout par l'autre main. Et du coup, les Asiatiques se mettent donc en route pour pouvoir pas nous apporter secours et venir aussi chercher ce que nous avons. Vous avez étudié avec la bourse japonaise, d'une fondation japonaise qui vous a amené en Europe. Alors, dites-nous, vous maîtrisez le coin, ce que nous pouvons capitaliser. Oui, Fabien, merci pour l'invitation. Il est vrai que la coopération traditionnelle dans toute l'Afrique a montré ses limites. Donc, dans les 30 dernières années, on s'appuyait plus, pour le cas de notre pays, sur la Belgique, la France, et donc les pays occidentaux de manière globale. Et presque tous les continents européens ne pouvaient que recourir aux occidentaux. Mais on a vu que cette coopération n'était pas une coopération d'égal à égal. Il y avait cette logique néocoloniale qui prenait toujours le devant de la scène. Mais avec les changements qui ont toujours eu lieu dans le monde, la dynamique des différentes sociétés, la qualité des livres à imprimer dans telle maison d'édition, le contenu doit être comme ça parce que c'est la coopération technique belge qui a financé. Oui. Et puis on vous donne des leçons de démocratie, des droits de l'homme, des droits des moustiques, des droits des mouches. Oui, parce que le monde change, le monde bouge, on est en train de dépasser cette réalité-là, ce niveau-là. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Avant, c'était la France-Afrique, donc de rencontres au sommet entre la France et les Africains. Dans la suite, il y a les Américains qui ont emboîté les pas aux États-Unis, à Afrique. Et bon, du coup, on a vu apparaître une autre dynamique. La Russie aussi, les l'Afrique. Sont venus, Chine-Afrique, Inde-Afrique, il y a cette coopération Japon-Afrique. Parce qu'on est en train de parler du sommet de la TICAD, Japon-Afrique, je crois que ça, c'est une des meilleures rencontres que l'Afrique doit pouvoir tirer tous ses intérêts, parce que les Japonais, ils viennent chez nous comme des partenaires respectueux. Des gens avec qui on peut négocier d'égal à égal. Des gens qui ne sont pas là pour nous imposer leur volonté. Ils viennent, ils sont disposés à nous écouter, nous présentons nos besoins, nous négocions l'un ou l'autre projet. Je crois que c'est sur base de ça que le président actuel, ayant vu l'importance de ce type de coopération, il a décidé de se déplacer personnellement. Mais ce qui est encore intéressant sur le déplacement du président de la République, c'est le fait que ce déplacement ne tombe pas d'une manière hasardeuse, parce que dans la politique, les choses ne se font pas de manière hasardeuse. Les choses se font de manière planifiée, raisonnée. C'est une rencontre qui a eu lieu après le Forum national sur l'énergie électrique à Matadi. Donc, ce n'est pas du hasard que ce forum a précédé le forum de la TICAD au Japon. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que le président devrait d'abord prendre les besoins. Et avant d'ailleurs le sommet le forum de Matadi, le président avait reçu au mois de mars le vice-président de la TICAD, donc le vice-président de ces sommets, les Japonais qui étaient venus prendre, au moins se faire une idée de ce que seraient les besoins de la RDC dans la coopération au Japon-RDC. Et parce que dans les préoccupations du président de la République, il y a les infrastructures, il y a les énergies, il a dit vouloir d'abord organiser le forum à Matadi pour avoir une idée globale de ce que seraient les besoins en énergie, en électricité de la RDC. Et alors, au niveau du sommet, aller rencontrer ses partenaires respectueux, présenter le besoin et voir
dans quelle mesure ses partenaires peuvent lui venir en aide pour accomplir le projet qu'il a. Et donc, si vous suivez de très près les rencontres que le président est déjà en train de prendre au Japon, ce sont des rencontres qui s'inscrivent dans les grandes lignes des infrastructures, de l'énergie et des autres aspects qui vont permettre à la RDC de booster son développement, d'aller rapidement, d'accomplir rapidement certains projets avec un partenaire respectueux comme le Japon. Et voilà, les autres gardent bien leurs richesses, ils savent comment les protéger et puis les laissent et vont chercher ailleurs. La Russie a autant de richesses aussi comme la RDC, mais la Russie est très intéressée par l'Afrique. Pourquoi on semble négliger la main tendue par la Russie et on saisit beaucoup plus de manière ferme la main de l'Asie et surtout de la Chine. Le Japon, c'est encore au stade des négociations. Oui, dans le domaine, en matière de partenariat, de développement, je crois qu'il faut aussi chercher des partenaires qui ont une certaine, je vais dire, professionnalisme dans la façon de faire les choses. En matière d'infrastructure, en matière énergétique, au jour d'aujourd'hui, que l'on soit dans le monde occidental ou dans le monde asiatique, le Japon a une place prépondérante. Donc le Japon, c'est vraiment un pays qui, quand il vous construit les infrastructures, ce sont les infrastructures de haute facture, de haute qualité, je vais dire. Et parfois à un prix qui est vraiment abordable. On voit la qualité de l'avenir poids lourd chez nous, c'est que le cadeau qu'ils nous ont donné. Et donc, je crois que c'est là où ces pays intéressent plus les Africains. Ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo. Une opération de séduction. Bien entendu. Oui. Des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud et d'autres pays, le Kenya, ils ont de très bonnes relations avec les Japonais parce que quand ils viennent, ils vous font quelque chose de qualité, ils vous vendent des produits de qualité, même les Américains eux-mêmes. Ils prennent avec sérieux la coopération qu'ils ont avec les Japonais. Et Maputo, la capitale mozambicaine, se métamorphose aussi grâce à cette coopération avec les Japonais. Donc, il faut y faire un tour pour comprendre qu'il y a du sérieux aussi ailleurs. Et alors, quand vous avez un partenaire aussi sérieux que le Japon, il faut savoir traiter avec, je crois que le déplacement personnel du président de la République vaut la peine d'être applaudi parce que en se déplaçant personnellement, il va à la fois capitaliser les rencontres officielles au niveau de la TICAD et il va y avoir aussi d'autres rencontres de couloirs. Il va multiplier de contacts. Les gens qui l'ont accompagné dans la délégation vont aussi découvrir certains aspects qui n'étaient même pas prévus avant qu'ils puissent partir. Et donc, moi, je suis heureux, connaissant bien le Japon, je suis heureux de voir mon pays en train de renforcer nos relations jusqu'à ce niveau-là, parce que c'est la première fois qu'un président congolais participe au sommet de la TICA depuis que ce sommet a été, depuis que cette rencontre a été lancée en 1993. Oui, voilà. Donc, il y a eu participation de la RDC aux différentes conférences de la TICAD. C'était donc durant les deux quinquennats du président de la République, l'ancien président de la République. Mais on n'a jamais eu le déplacement du président, la participation du président de la République. Donc, ce forum, cette rencontre a cette particularité de voir le numéro 1 de la République démocratique du Congo se déplacer pour aller négocier. Et ce qui est encore intéressant, c'est que le travail qui a été fait en amont, parce que la RDC n'était pas éligible sur certains prêts, à cause de non-paiements, non-remboursement des prêts qu'on avait eu, par exemple, pour la construction du pont Maréchal. Maintenant que les choses ont été réglées, je crois que le président de la République, en se déplaçant personnellement, il va pouvoir capitaliser et parler avec le Premier ministre japonais et d'autres chefs d'entreprise pour que la RDC tire au maximum le bénéfice
de ce que la coopération japonaise peut apporter. Et ça se voit au niveau de ce qui a eu lieu, les contacts ont déjà commencé sur place à Tokyo, en marge de cette conférence, de la tenue de cette conférence à Yokoyama, et donc avant le dîner au palais impérial. Alors, Bruno Kayumwa, tout le monde nous fait les yeux doux. Tout le monde vient nous parler du partenariat gagnant-gagnant, win-win, avec des beaux mots. On respecte votre souveraineté, on n'est pas donneur des leçons de démocratie et des droits de l'homme. Mais est-ce qu'on doit être naïf jusqu'à ce point? Voilà, Yambi, tout le monde qui vient, Yambi. Dans les relations internationales, je crois qu'il faut toujours y aller avec le sens élevé de responsabilité. Si vous y allez avec sens élevé de responsabilité, on va vous traiter avec respect. Et donc, si nous voulons être pris en considération, il faut que nous commencions par nous respecter nous-mêmes. Ne peut pas être respecté que celui qui ne se respecte pas. Et donc, lorsqu'il y a des accords qui sont signés avec tel ou tel autre partenaire, il faut savoir exécuter ces accords dans les termes auxquels ils ont été. Ma question n'est pas gratis. Alors, ma question n'est pas gratis. Oui, Fabien, je suis en train d'arriver. Les Japonais, dans des réunions restreintes, oui, sont clairs. Vous avez trop donné aux Chinois. C'est notre tour maintenant. Donnez-nous aussi, surtout le cobalt. C'est un discours clair. Nous venons aussi, vous nous donnez aussi, vous avez trop donné aux Chinois. Et c'est quoi? Le cobalt. Vous savez que nous sommes gourmands du cobalt parce que nous sommes pionnières. Hein? Voilà, en tant que nation, dans le domaine de l'automobile. Oui, si les Japonais ont besoin de notre cobalt, il revient à nous en tant que pays, de manière beaucoup plus responsable, de dire aux Japonais que nous aussi, en contrepartie, voilà ce que nous avons besoin. Si je dois rentrer sur le cas de la coopération sino-congolais, les Chinois nous avaient donné des tracteurs, des milliers de tracteurs. Où sont partis ces tracteurs? Des tracteurs, la plupart des tracteurs ont pourri. De quelle marque, et donc, quelle qualité, la question normalement, c'est ce que nous devons, notre comportement vis-à-vis des Japonais. Et donc, ils nous disent de manière claire ce qu'ils veulent chez nous. Il faut que nous soyons aussi capables d'exprimer de manière claire ce que nous voulons chez eux. Et donc, dans ce cadre-là, nous allons signer des accords avec eux, nous allons leur présenter nos besoins. Ils ne viennent pas nous imposer leur volonté. C'est à nous de savoir dire aussi aux partenaires ce que nous voulons. Et je ne crois pas, à mon avis, que les Japonais vont se comporter comme les Français, comme les Belges ou comme les Américains. Et donc, nous devons saisir l'occasion de dire oui, nous sommes prêts à vous donner le cobalt jusqu'à tel niveau. En contrepartie, veuillez aussi nous donner ceci ou cela. Voilà. Mais alors, s'il arrivait qu'eux nous disent nous voulons avoir le cobalt jusqu'à tel nombre de tonnes et que nous ne savons pas, par exemple, gérer la contrepartie qui nous sera donnée, voilà, il va y avoir de problème. Le problème est à ce niveau-là. Donc, nous devons, chaque fois que nous sommes devant un partenaire, savoir gérer la contrepartie. Dans le cas de notre pays, le problème a toujours été à ce niveau-là. Il y a des problèmes pour gérer cette contrepartie-là. Que ce soit avec les Chinois, même avec les Américains ou avec d'autres partenaires. Et donc, on doit avoir le sens élevé des responsabilités. On doit savoir jouer aussi notre rôle au niveau local. Et voilà, l'autre opération de séduction, c'est le taux d'intérêt hein, dans le remboursement. Oui. 0,1%. Une opération de séduction qui a des sous des cartes où ils sont sincères. Je crois sincèrement que les Japonais sont sincères. Dans quel sens? Ce n'est pas un forum RDC-Japon. C'est un forum Afrique-Japon. Et les conditions qu'ils ont posées, ils les ont posées à tous les pays africains. Ils l'ont fait avec les Kenyans, ils l'ont fait avec le Sud-Africain, ils l'ont fait avec le Sénégalais. Mais pourquoi le Sénégal peut grandement bénéficier
de la TICAD et nous, on est marginalisés. C'est parce qu'il y a un problème à notre niveau. Et donc, soyons sérieux pour ce qui nous concerne. Parce qu'il y a des pays africains qui sont en train de tirer des dividendes sur cette question-là. Le Japon donne suffisamment de bourses à l'université américaine qui est en Égypte, la fondation japonaise qui m'avait donné la bourse, donne des bourses à l'université américaine, donne des bourses à l'université de Nairobi, donne des bourses à l'université de Cape Town. Il y a des gens qui capitalisent, des jeunes gens qui capitalisent ces bourses-là. Nous aussi, on peut négocier pour que les bourses nous soient données et l'ambassade du Japon offre toujours des bourses. Il y a nos jeunes gens qui vont en avec formation. Des projections. Et quand ils rentrent dans la plupart des cas, on ne sait pas utiliser ces gens-là. Monsieur Kayimoa, oui. Dans la plupart des cas, c'est dans le cadre des projections. Vous allez étudier, vous rentrez, eh bien, vous servez de pions dans l'atteinte de leurs objectifs. Voilà. Ce n'est pas tout à fait ça, Fabien. Je ne crois pas que ce soit avec les Américains. Il y a les niveaux de responsabilité et du boursier pour ce qui concerne les boursiers. Et la responsabilité aussi je vais dire, du pays, d'où est ressortissant l'étudiant. Mais pourquoi les Sénégalais tirent toujours des avantages dans les nombreuses bourses qui sont offertes par les Américains, le Français, le Japonais et autres? Parce qu'ils savent bien organiser leur jeunesse. Ils n'abandonnent pas les jeunes gens qui vont étudier avec les bourses qui sont données par des Américains et les Japonais et autres. Et donc, il faut que notre État ait un sens élevé des responsabilités, sache mettre en valeur ces jeunes, ces intellectuels, pour que les fruits de la coopération accompagnent aussi le développement du pays. Donc il y a cette faiblesse au niveau de l'État congolais, voilà, qui ne sait pas mettre en valeur, qui ne sait pas mobiliser, qui ne sait pas donner de la valeur aux jeunes qui bénéficient des bourses qui vous viennent d'ailleurs. On termine par là. Au Japon, la nature est d'abord hostile, très hostile, et ensuite, ils n'ont pas des richesses comme nous les en avons ici. Mais les richesses naturelles, voilà. Oui, mais ils misent sur l'homme. Voilà. La première richesse des mais je n'avais pas terminé ma préoccupation. Mais la plus grande richesse du Japon, c'est qui? C'est quoi? C'est l'homme. L'éducation du Japonais. Et c'est là où on devrait aussi capitaliser. Donc, à côté des infrastructures, il serait intéressant. L'homme japonais en formation, qu'est-ce qu'on lui transmet? Et qu'est-ce qui est prioritaire dans cette éducation? C'est la discipline, la capacité à savoir, à avoir un sens élevé des responsabilités, à savoir bien faire ce qu'on doit faire, pas à faire des choses à moitié. Et donc, il faut que nous puissions renforcer des coopérations avec des partenaires comme ceux-là et qui nous aident à faire avancer les systèmes éducatifs congolais, parce que les anciens partenaires, ils finançaient plus la théologie, mais avec les Japonais, ils vous financent plus l'ingénierie. Nos écoles d'ingénierie devaient plus capitaliser les relations de coopération que nous avons avec les Japonais pour pouvoir élever les niveaux de l'ingénieur congolais. Bruno Kayimoa Maneno, je crois que nous pouvons jeter l'encre par ici, tout en vous remerciant d'être venu et d'avoir donné cette contribution à ce stade de la tenue de la TICAD. La 7e édition. Merci à vous également de nous avoir suivi avec intérêt le journal dans quelques instants. À très bientôt sur votre chaîne avec le même plaisir. Au revoir.